bonsoir, vous écoutez Radio Grand Papier, l'émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Alors on change complètement d'univers avec toi Stéphane. Et oui, tout à fait d'univers, puisqu'on passe dans la science-fiction. Euh, alors, de quoi parle-t-on? Je vais parler de Crépuscule de Jérémy Perraudot. Alors, c'est aux éditions 2024, un gros bouquin de 144 pages avec 3 bichromies sur Munken Print White, 150 grammes, il le dit sur leur site. Donc 150 grammes par page, ça fait du lourd. C'est un bouquin qui fait 21 x 29 cm, pardon. Donc c'est du gros avec une couverture cartonnée et du coup on verra que ça a des conséquences. Alors on parlait tout à l'heure de Philippe et c'est en effet Philippe qui est le fondateur de cette émission de radio. Philippe. Et qui est aussi mon collègue à l'emploi du mois et aussi qui est un libraire averti, donc on l'a vu chez MultiBD. MultiBD que nous remercions à son tour pour le fait de nous laisser emprunter quelques livres pour préparer l'émission de radio, car ils font ça avec une gentillesse assez peu commune. Donc Philippe donc m'a mis Crépuscule entre les mains en me disant qu'il avait aimé ce livre, mais qu'il lui semblait lui manquer quelque chose, mais peut-être qu'il me plairait à moi. Et de fait, Philippe, comme en bon libraire, me connaît bien, et c'est plutôt ma came, en fait, les récits de science-fiction tirant, comme tout bon SF, sur le métaphysique. Alors, Crépuscule, c'est un livre de la maison d'édition 2024, grand, coloré, épais, on l'a dit, et peut-être un peu ostentatoire. L'époque est à la glorification des livres, et donc, cette façon de dire, attention, vous allez vivre une expérience plastique forte, eh ben, elle est présente, et du coup, c'est un livre 24,50 €. Alors Jérémy Perraudot, qui c'est? Eh bien, il est né à Nantes en 88 et il a étudié le graphisme à l'école Estienne à Paris. Donc, il a publié sa première bande dessinée intitulée Isle dans La Grande Odyssée et c'était en 2013 et aux éditions FP et CF que je ne connais pas. Il fait ou a fait partie de l'équipe qui a édité Lagon et Volcan et Gouffre avec Samy Stein notamment et il a dessiné aussi chez Superstructure de notre ami François de Jong, qui était là le mois passé. Il vit actuellement à Paris et il fait bouillir la marmite en faisant du graphisme et de l'illustration. Je ne pense pas que la bande dessinée le nourrisse beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur jeremyperraudot.com. Il a aussi un Tumblr et tout ça. Alors, de quoi parle ce récit? Eh bien, il démarre assez abruptement avec une sphère parfaite suspendue au-dessus d'un paysage de plaine. Cette sphère brûle les herbes sèches avec une espèce de rayon laser avant de labourer la terre de son corps pour provoquer des accidents de terrain. De là, une partie de la sphère se détache, elle devient une espèce de cube ailé et qui sème des minuscules graines en parcourant le monde. Puis ensuite, elle déverse de l'eau par quantité astronomique. Et enfin, ce cube explose en de millions de petits cubes qui se diffusent sur la planète. Alors, le traitement graphique, avec un trait sans modulation, proche d'un tome Gold, nous fait hésiter entre deux interprétations de cette scène qu'on vient de lire sur 8 pages. Soit nous sommes en face d'un récit de Genèse biblique métaphorisé, une cosmogonie en tout cas, soit il s'agit là d'une représentation réaliste et nous sommes donc en présence d'une terraformation dans un récit de science-fiction. Cette oscillation entre le métaphorique et la science est au cœur du récit de Crépuscule. Il s'agit de faire de la terraformation dans ce cas-ci, et on découvre ensuite deux personnages, une sorte de garde forestier dédié à la surveillance des lieux, qui découvre des anomalies dans cette planète, qui entre-temps est devenue une planète recouverte de faune et de flore, et qui ressemblait un peu à la Terre, puisqu'on y trouve des espèces de biches, des cerfs, des sapins, ce genre de choses. Alors ces anomalies qui arrivent dans le paysage, c'est de la géométrie en 3D. Des tranches de cylindres, des parallélépipèdes, des cubes, des tétraèdres, etc., qui colonisent la flore et le paysage de manière de plus en plus forte à mesure que notre garde se rapproche de l'épicentre magnétique des perturbations. C'est alors qu'il disparaît et que 4 nouveaux personnages sont envoyés, un homme, une femme et 2 androïdes. Leur but est, on s'en doute, de comprendre le pourquoi de l'apparition de ces perturbations et de la disparition du garde lui-même. Voilà, on va terminer là pour le pitch et on va laisser les gens lire ce bouquin. Alors, Jérémy Perraudot, il nous dit à chaque page où est son plaisir. Il aime les paysages de steppe, les montagnes, les ravins escarpés, les formes végétales, familières ou étranges, des objets géométriques imbriqués les uns dans les autres. Ailleurs, ce sera des décors lunaires, des vortex faits de gravité ou faits d'eau, des objets techniques précis mais tout à fait inconnus et irreconnaissables. Je parlais le mois passé de la bande dessinée abstraite avec le livre Quelques miettes à géométrie variable de Nicolas Nadet aux éditions Matière. Et on retrouve ici ces mêmes tensions entre surface, représentation de volume, espace de la planche et narration. Une espèce de tension dans laquelle on ne sait jamais exactement lequel va passer à l'avant-plan et qui se dépose
page après page, avec beaucoup de confiance. Alors, les éditions de 2024 aiment les auteurs qui ont confiance. On pourrait même dire que c'est une marque de fabrique. Ça me semble intéressant de le remarquer, se dire, tiens, il y a d'autres maisons d'édition qui, en fait, aiment bien les gens qui n'ont pas confiance. Par exemple, Gilles Rochier, on sent que ce gars n'a pas entièrement confiance dans son dessin. Ici, Jérémy Perraudot, il a confiance, il peut déballer 8 pages sur un événement tout à fait abstrait. Pour inscrire le dessin de Perraudot dans une famille, on ira chercher du côté de Tom Gold, de Michael Desforges, de Jérôme Dubois, qui vient de sortir Tes yeux ont vu, dont on n'a pas parlé, mais qui a un beau bouquin aussi. Et même le Finlandais Tommy Mousturi, par exemple, avec son personnage de Samuel. Soit un dessin synthétique obsédé par la recherche de la bonne densité du trait par rapport à la taille du dessin et l'espace de la case. Donc cette espèce de truc qui fait que ça remplit, que ça occupe bien la densité et que l'épaisseur du trait est juste. Mais il n'y a pas que du trait, il y a aussi dans Crépuscule des masses. Le livre est structuré avec des couleurs franches, des couleurs jaunes, du rouge et du bleu, qui correspondent à 3 époques du récit. Il y a aussi une forte présence de l'univers de Jesse Jacobs, l'auteur de « Et tu connaîtras l'univers et les dieux » chez Tanibis, qu'on avait chroniqué ici aussi, et dont on trouve des traces assez évidentes. Je ne sais pas si lui dira « mais non, c'est un scandale, il n'y a rien du tout là-dedans », mais il me semble que c'est assez présent, notamment dans la manière de mixer du cubique et du végétal et ce genre de choses. Alors on pourrait aussi citer bizarrement Ibn al-Rabin, pour ce même trait régulier et épais, mais aussi pour ce désintérêt des visages humains, car il n'y a pas de traits dans les visages des personnages de Crépuscule, qui dans le fond ne parlent pas de quelques humains, mais d'une espèce tout entière, celle de l'humanité. Alors, ce désintérêt pour les visages va de pair avec une faible construction psychologique des personnages, par ailleurs, dans l'histoire. Le comportement des hommes et des femmes dans ce livre est conformes à leurs fonctions. Ce sont des scientifiques dévoués à leur tâche. Et c'est à peine si Jérémy leur donne un peu d'attention pour le reste. Ils ont le même type de corps. Il y a juste un artifice graphique qui va permettre de les distinguer. Une barbe, une queue de cheval, des cheveux blonds ou noirs. Et ce sera tout. Une partie de la science-fiction s'est toujours bien arrangée avec ça, il faut le rappeler. On sait que construire des personnages, c'était pas le truc préféré d'Asimov, par exemple, et ça l'a pas empêché d'être un des pères du genre. Alors, Crépuscule est attaché à une mécanique du récit, et ces personnages sont pris dans une tragédie au sens premier. Ils sont les jouets des forces qui les dépassent totalement, qu'elles soient physiques ou même temporelles. Et donc, on comprend que dans ce cadre, ça l'intéresse pas tellement de camper des personnages qui auraient une enfance dans une petite banlieue, etc. Il ne parle jamais du background de ces personnages. Les SF des années 60, mais surtout des années 70, parlaient des tragédies politiques et sociales. Et, signe des temps, la tragédie de notre génération, elle est plutôt écologique. On a beaucoup de récits qui arrivent et qui parlent de la manière dont l'humanité va se détruire elle-même à grands coups de révolution industrielle. Les scientifiques de Crépuscule n'ont aucune conscience, mais ils sont à l'origine même de leur malheur, ce que nous, lecteurs, découvrons, mais que eux, enfermés dans les conditionnés et ballottés par les événements, ne sauront jamais. On comprend dans ce cadre que leur individualité soit peu de choses. Mais à la fin du récit, qu'on ne spoilera pas ici, veut tout de même faire un reversement d'échelle, et c'est là que la faible construction des personnages manque à produire la petite émotion, le petit vertige qui ferait de Crépuscule un plus grand livre. Mais Jérémy est jeune, la marge de progression est grande, et on attend la suite avec confiance. Que dire ? Que de prime abord j'étais un peu sceptique et donc je trouve finalement sévère parce que j'ai quand même pris plaisir. Moi normalement des choses comme ça j'ai plus de difficultés et même si en effet les personnages sont n'ont pas vraiment de psychologie, même si, en tout cas moi j'étais quand même pris. Et après ces premières pages sans parole et très abstrait, il y a quand même aussi un plaisir graphique qui se met quand même en place et comme il arrive quand même à garder ça d'une manière assez cohérente jusqu'à la fin, j'ai quand même, moi qui en plus n'aime normalement pas la science-fiction, j'ai quand même pris. Non, il y a plein de plaisir. qualités quand même dans cette BD. Tu disais qu'il alternait plusieurs bichromies, et ben ces changements d'atmosphère qui nous permettent aussi, qui sont des éléments de compréhension aussi, hein, parce que moi il y a quand même quelques petites choses qui m'ont échappé, mais j'avoue je l'ai lu assez vite, donc voilà, je pense que c'est un bouquin aussi, ça mérite sûrement d'être lu peut-être 2-3 fois. Mais ces changements d'atmosphère sont très, très chouettes, quoi, très appréciables. Il y a quand même... c'est un récit qui est audacieux, quoi. Il y a de la complexité, il a quand même envie de raconter des trucs. Je trouve qu'il y a vachement d'invention. Alors certes, moi, ça m'a fait penser à plein de trucs. Hein. J'ai aussi un peu pensé à Robin Cousin pour ce mélange de technologie, de science-fiction. Et aussi, tu parlais de Nadé. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se situe. C'est une jeune génération. Enfin, c'est une génération
j'ai l'impression qu'on voit émerger maintenant. Ils se connaissent entre eux, ils apprécient leur propre boulot. Et voilà, moi j'aime beaucoup son dessin, il est très élégant, il est très synthétique, c'est très beau. Dans Lagon, par exemple, j'aimais déjà bien son récit. Ces quelques pages qu'il a fait étaient très belles et posées comme ça, une espèce de mystère qui m'avait déjà plu, quoi. Donc je trouve que c'est quand même un bouquin qui tient bien la route. Tout à fait.